Bonjour et bienvenue dans Relire. Relire où je prends un livre que j'ai aimé et que tout simplement je relis. Le rivage des Syrtes de Julien Gracq, voilà le livre qui m'occupe en ce moment. J'ai déjà lu le premier chapitre, une prise de commandement, l'arrivée du narrateur de cette histoire-là au rivage des Syrtes, dans ce lieu étrange, le voyage qui l'emmène aux confins de ce lieu qui s'appelle Orsena, cette république médiévale plus ou moins ou renaissante, un peu italienne, qui est en guerre depuis extrêmement longtemps, mais une guerre larvée contre un état voisin de l'autre côté du rivage des Syrtes, contre ces Syrtes justement. Et le deuxième chapitre, c'est la chambre des cartes. Je vais le lire, je vais commenter un petit peu parce que ce sont des chapitres assez longs et donc je ne vais pas prolonger trop la lecture par de savants commentaires. De toute façon, je redécouvre ça en direct, donc ma science là-dessus est assez limitée. Mais je vais donc relire La chambre des cartes. Ça donne envie. Plus que partout ailleurs, il était aisé à l'amirauté de se convaincre de tout ce qui comportait, ou de tout ce que comportait plutôt, de désuet la mesquine politique d'espionnage en faveur à la seigneurie. L'image d'une irrémédiable décadence tenait dans le coup d'œil qui, du haut de la tour des signaux, plongeait sur la base des Syrtes. Cette base des Syrtes est entre guillemets. En face de la forteresse, une jetée croulante et envahie par l'herbe fermait un port médiocre, au fond duquel découvrait à marée basse de grandes vasières. À l'extrémité élargie du môle se dressait la pyramide d'un énorme tas de charbon. On y puisait si rarement que des herbes folles et même de petits arbrisseaux avaient fini par le coloniser, l'apprivoiser au paysage comme les collines aux formes étranges des terrils de mines abandonnées. Toujours cette précision dans la description des lieux de Julien Gracq, qui est géographe de métier, et ça se sent. Deux avisos de petit tonnage et d'un aspect vétuste étaient ancrés le long de la jetée. 3 ou 4 pinasses à moteur basculaient à marée basse sur les vasières. Au fond du petit port, un plomb incliné le long duquel on pouvait hisser les pinasses conduisait à un hangar où l'on réparait les coques. J'imagine que les pinasses, c'est des bateaux. J'avoue que ce nom-là m'est complètement inconnu. C'est aussi un des plaisirs de la lecture de rencontrer des mots qu'on rencontre rarement. Vers le large, un chenal bordé de vasières grises sinuait entre les étendues de joncs et accédait à la mer libre par un pertuis entretenu à travers la flèche des lagunes. L'aspect habituel du port était celui du profond sommeil. Au cœur de l'après-midi, dans ces journées encore chaudes qui précèdent l'hivernage, une buée de chaleur faisait seule trembler les gazons jaunes de la jetée déserte. Au long des quais, on n'entendait même pas un clapotis de vagues, et il était fort rare qu'un filet de fumée, annonciateur de quelque patrouille, se tordit à la cheminée du Redoutable. Une certaine ironie à appeler un bateau comme ça, le Redoutable, alors qu'il ne se passe rien. Les mauvaises langues à l'amirauté prétendaient qu'il était signe des tempêtes, qui sont exceptionnelles sur les Syrtes, et la philosophie pacifique du capitaine Marino n'y entendait pas malice.
Une petite partie des équipages était logée à terre dans un des bâtiments qui flanquaient la forteresse. Les besoins du service s'étant de plus en plus réduits, en même temps que la main-d'œuvre sur ces confins désertiques, le surplus se disséminait ordinairement dans les rares fermes fortifiées qui subsistent dans l'arrière-pays des Syrtes et y élèvent de grands troupeaux de moutons à demi sauvages. Les bureaux d'Orsena, séduits par l'économie substantielle qu'elles apportaient dans la gestation de cette base dérisoire, fermaient les yeux depuis longtemps sur ces pratiques peu guerrières. Ainsi voyait-on désormais le capitaine Marino, plus souvent que sur la passerelle du Redoutable, botté et éperonné, partir de bon matin pour de longues tournées à cheval à travers les steppes, aux prises avec l'âpreté des fermiers dans d'épineuses discussions de logement et de gages, où le marin cédait de plus en plus la place au régisseur d'une paisible entreprise de défrichement. Tout ce qui touchait au budget et au bureau de compte en était venu ainsi à tenir dans les préoccupations de tous à l'amirauté une place essentielle. La base des Syrtes était devenue une bizarre entreprise rentable, qui s'enorgueillissait devant les bureaux de la capitale de ses bénéfices plus que de ses faits d'armes, quand l'économie supplante la guerre en temps de paix ou de plus ou moins paix, puisque la guerre est toujours officiellement là, mais elle n'est pas tout à fait réelle ou pas tout à fait une guerre qui met aux prises des armées. La tenue méticuleuse des comptes et la location judicieuse de la main-d'œuvre étaient devenues peu à peu la pierre de touche à laquelle la seigneurie jugeait les capacités de ses officiers. Le génie mercantile d'Orsena réussissait ainsi à la longue à tourner à profit la discipline qui devait par nature lui opposer les plus énergiques défenses. En même temps, jusque dans ce minuscule observatoire, on pouvait enregistrer le progrès de son engourdissement inquiétant dans le reflux de la vie aventureuse et dans le sourd appel montant de la terre rassurante et limitée. Assis sur un des créneaux de la forteresse, par une de ces matinées sans rides qui font la beauté de l'automne des Syrtes, je pouvais observer, il me semble que le jeu n'apparaît que là, dans ce chapitre, la présence du narrateur elle-même est discrète. Je pouvais observer, d'un côté, la mer vide et le port désert, comme rongés sous le soleil par la lèpre de ses vasières, et de l'autre Marino, chevauchant dans la campagne à la tête de quelques détachements de bergers de louage. Je touchais de la main les lourdes pierres brûlantes qui avaient connu le souffle des boulets, et je sentais monter en moi une vague de mélancolie. Il me semblait que le colosse aveugle souffrait, par trahison, une deuxième mort. Mes fonctions d'observateur devaient, dans cet état de stagnation, me donner aussi peu de soucis que possible. Il semblait très vite qu'il n'y eût rien à observer à l'amirauté. Pour m'éviter le ridicule et faire reculer un peu l'ennui de l'isolement, il ne me restait qu'à tenter d'apprivoiser des suspects aussi apparemment inoffensifs. Roberto, Fabrizio et Giovanni, les trois lieutenants de Marino, étaient des jeunes gens de mon âge, bâillant leur exil et fort occupés à l'avance des congés où la voiture de l'amirauté les emportait à Maremma, la bourgade la plus proche. Ces excursions mystérieuses étaient le sujet de discussions et de plaisanteries interminables lors des repas communs. On ne voyait pas de femmes à l'amirauté. Je me liai vite avec tous les trois,
et je prenais un plaisir particulier à la compagnie de Fabrizio, tout récemment arrivé d'Orsena et désorienté autant que moi par le laisser-aller somnolent de cette garnison pastorale. Roberto et Giovanni passaient le meilleur de leur journée enfuis jusqu'au ventre dans les joncs à tirer les oiseaux de passage qui pullulent sur ces étendues de marais. Assis au soleil avec Fabrizio, sur quelque embrasure des remparts où nous transportions un livre, nous suivions de loin leur cheminement caché à un sillage de détonations paisibles. La légère fumée bleue montait toute droite au-dessus des joncs immobiles. Dans l'air doré de cette fin d'automne, les cris rauques des oiseaux de mer jaillis en gerbe à chaque coup de fusil mettaient comme une fêlure sauvage. Le soir tombait. Le pas du cheval de Marino sonnait sur la chaussée des lagunes, retour de quelque ferme lointaine. Le léger brouhaha qui secoue les casernes à l'heure du repas du soir mettait dans l'amirauté un dernier soupçon fugitif d'animation. La nuit nous réunissait tous les cinq autour des amoncellements fastueux de gibier doré. Nous aimions ces repas du soir où régnait autour de la table une cordialité bruyante. Des lieux et des lieux autour de nous de ténèbres vides semblaient nous serrer plus étroitement l'un contre l'autre au cœur de cette clairière d'intimité tiède. D'intimité tiède. Cet adjectif tiède là qui vient colorer ou donner une chaleur à cette phrase qui vient tout d'un coup amener aussi quelque chose qui n'est pas si ordinaire que ça. La réserve et le silence un peu monacal de Marino fondaient à ce bain de jeunesse vive. Il aimait notre gaieté, et les jours où le brouillard, cernant notre petit havre, nous laissait désemparés et chagrins, était le premier à réclamer une de ces cruches de vin des Syrtes à la saveur fauve. Encore la saveur, elle est fauve. Qu'est-ce qu'une saveur fauve? Qu'est-ce qu'une intimidité? J'ai vraiment envie de dire intimidité, c'est un terme, un mot valise assez étrange qui m'arrive. Mais intimité tiède, ou donc la saveur fauve, quelque chose qui est à la fois sauvage et délicieux peut-être, que l'on conserve encore à la manière antique sous une couche d'huile. Le dîner s'achevait. Giovanni, le chasseur, toussait dans l'air épaissi par les cigares et proposait une promenade sur le môle. Une fraîcheur salée pesait, immobile, sur les eaux mortes. Au bout du môle, un fanal clignotait faiblement. L'ombre de la forteresse sur la lagune s'apesantissait derrière nous, obsédante comme une présence. Nous nous asseyions, jambes ballantes, au long du quai où la marée mettait à peine sa pulsation légère. Marino allumait sa pipe, fixait les nuages d'un œil mi-clos et d'un ton professionnel annonçait le temps du lendemain. Un instant de silence pénétré suivait cette prévision jamais démentie, comme on se recueille une seconde à l'amener du pavillon. C'était la fin du cérémonial du soir. Les voix devenaient plus traînantes. Au long de la lande, notre maigre grappe se défaisait grain à grain. Les portes claquaient l'une après l'autre sur le silence du mur. J'ouvrais ma fenêtre à la nuit salée. La nuit salée, encore une fois, une utilisation surprenante de l'adjectif. Tout reposait sur 50 lieues de rivage. Le fanal du môle sur l'eau dormait, ou sur l'eau dormante, brûlait aussi inutile qu'une veilleuse oubliée au fond d'une crypte. Je trouvais un charme à cette vie retranchée. Les rapports que j'envoyais de temps en temps à Orsena étaient fort courts, mais les lettres que j'adressais des Syrtes à mes amis, très longues.
Il y avait des moments où, par une après-midi lumineuse et calme, il me semblait renfermer sans effort dans mon cœur même les pulsations faibles de cette petite cellule de vie assoupie, tremblante à l'extrême bord du désert. Accoudé à un coin des remparts de la forteresse où s'accrochaient sur le vide quelques touffes de fleurs sèches, je cernais d'un seul coup d'œil son étendue menacée. Le cheminement de fourmis des rares allées et venues, le cliquetis d'un attelage, le bruit isolé dans le hangar d'un marteau clair montaient distincts jusqu'à moi dans l'air aux vibrations de cloches. Cette intimité, cette fois j'ai pas dit intimidité, tiens, mais elle est plus tiède celle-ci, elle est familière. Cette intimité familière et toute connue m'était douce. Et cependant, il montait de cette naïve activité villageoise une inquiétude et un appel. Un rêve semblait peser de toute sa masse sur la somnolence de ces allées et venues si humbles que j'observais de là-haut comme du cœur d'un nuage. Lorsque je m'attardais à les suivre plus longtemps, je sentais monter en moi cette fascination d'étrangeté qui nous tient suspendus à suivre le remue-ménage d'inconscience pure d'une fourmilière sous un talon levé. Ma pensée revenait souvent alors à Marino et à ma première visite à la forteresse. Je voyais repasser devant mes yeux le geste de conjuration rassurante de sa pipe heurtée à la culasse du canon, et j'avais soudain le sentiment intime de sa présence massive et protectrice au sein de cette minuscule colonie. Il était sa même pulsation calme. Je voyais sa main gauche et franche écarter délicatement les ombres au-devant d'une vie toute naïve. Je sentais combien j'étais différent de lui, et je sentais combien je l'aimais. Je vivais sans règles. L'emploi du temps était pour tous à l'amirauté sans monotonie. Au milieu de cette activité ralentie et très ambiguë, soumise au hasard du temps et aux caprices de la mer, il portait la marque d'une variété et d'une discontinuité presque paysanne. Une variété et d'une discontinuité presque paysanne. Ce métier de paysan où on fait plein de choses différentes dans son quotidien. Et j'échappais plus qu'aucun autre à ces exigences minimes. J'avais souffert les premiers jours d'une espèce d'étourdissement de liberté et de vide. Je m'étais jeté d'abord avec fougue dans les exercices violents où se plaisent mes camarades et qui écourtaient pour nous ces heures accablantes de solitude. Nous pêchions au harpon les gros poissons qui se hasardent dans les lagunes, nous forcions un lièvre au galop de nos chevaux sur les espaces dénudés de la steppe. Quelquefois nous étions conviés dans une ferme voisine à une de ces battues où l'on pourchasse périodiquement les lapins qui dévastent les maigres pâturages à moutons. C'était là l'occasion de grandes fêtes où l'on se réunissait pour deviser et boire à la lueur des torches jusque fort avant dans la nuit. Le butin de la journée amoncelé en grands tas sur l'air mettait dans le soir une puissante odeur fauve. Tiens, à nouveau cet adjectif fauve qui revient. Nous revenions à cheval, fatigués et somnolents. Tandis que le jour bas se levait sur les steppes, une lueur d'incendie, pâlissant à l'horizon, annonçait la fin d'une autre battue. J'étais peu robuste, ces divertissements me laissaient le corps rompu et le cœur vide. Je ne fuyais pas Orsena autant que je l'avais cru dans la santé de cette vie brutale. Peu à peu, cependant, elle avait commencé à se colorer pour moi d'un reflet singulier. Le désœuvrement des premiers jours tendait à s'organiser, malgré moi, autour de ce que je ne pouvais hésiter plus longtemps à reconnaître comme un mystérieux centre de gravité.
Un secret m'attachait à la forteresse, comme un enfant à quelques cachettes découvertes dans des ruines. Au début de l'après-midi, sous le soleil cuisant, le vide se faisait dans l'amirauté avec l'heure de la sieste. À travers les chardons, je longeais le fossé sans être vu jusqu'à la poterne. Un long couloir voûté, des escaliers disjoints et humides, me conduisait au réduit intérieur de la forteresse. La fraîcheur de sépulcre tombait en nappe sur mes épaules. J'entrais dans la salle des cartes, ou la chambre des cartes pour être plus précis. C'est évidemment le titre du chapitre. On y arrive petit à petit dans ce lieu qui est mystérieux, qui est ce qu'il appelle un mystérieux centre de gravité. Donc là, on arrive au cœur de cette amirauté, de ce lieu qu'on cherche peut-être. Mais qu'est-ce qu'on y trouve ? Dès que j'en avais pour la première fois au cours de mes explorations dans ce dédale de cours et de casemates, poussé par simple curiosité la porte, je m'étais senti progressivement envahir par un sentiment que je ne saurais guère définir qu'en disant qu'il était de ceux qui désorientent. C'est une salle des cartes et on est désorienté. Comme on dit que dévie l'aiguille de la boussole au passage de certaines steppes désespérément banales du centre de la Russie. Cette aiguille d'aimant invisible qui nous garde de dévier du fil confortable de la vie, qui nous désigne en dehors de toute espèce de justification, un lieu attirant, un lieu où il convient sans plus de discussion de se tenir. Ce qui frappait d'abord dans cette longue salle basse et voûtée, au milieu du délabrement poussiéreux de la forteresse démantelée, était un singulier aspect de propreté et d'ordre. Un ordre méticuleux et même maniaque. Un refus hautain de l'enlisement et de la déchéance. Une apparence à la fois fastueuse et ruineuse de rester toute seule au port d'armes. Un air surprenant qu'elle gardait sous le premier coup d'œil, au milieu de ce décombre, de demeurer obstinément prête à servir. Prête à servir en italique, ici, prête à servir avec aussi peut-être le vocabulaire militaire, du service militaire. Ici, ces cartes, elles sont prêtes à servir pour une attaque de ceux qui sont de l'autre côté de la rive ou du rivage des Syrtes. En faisant grincer les gonds sur cette solitude surveillée, comme sur l'arroi théâtral et intimidant d'un banquet de gala avant l'entrée des convives, je ne pouvais m'empêcher de ressentir chaque fois le léger choc qu'on éprouve à repousser à l'improviste la porte d'une pièce apparemment vide sur un visage soudain plus sinistre que celui d'un aveugle, absent, dissous, pétrifié dans la tension absorbante du guet. La pièce ne paraissait pas exactement sombre, mais le jour tombant des vitraux presque dépolis par les bouillons nombreux qui bossuaient leurs verres y conservait une qualité incertaine et comme perpétuellement déclinante. Sa pénombre, à toute heure du jour, semblait dissoudre une tristesse stagnante de crépuscule. Elle était sommairement meublée de tables de travail en chêne poli. Contre les murs nus, des placards de bois sombre contenaient des livres, presque tous de lourds in-folio aux reliures ternies. Presque tous, non ça je viens de le lire, et des instruments de navigation d'un modèle ancien. Sur le mur du fond de la salle, à mi-hauteur de la voûte, s'appliquait une galerie étroite et légèrement construite qui courait le long d'une autre rangée de placards grillagés.
Les murs nus, les mappemondes, l'odeur de poussière, l'aspect de polissure et de long frottement des tables usées, inégalement comme une peau, me faisait songer à une salle de classe, mais que l'épaisseur des murailles, le silence de cloître et le jour douteux eussent confiné dans l'étude de quelque discipline singulière et oubliée. On voit l'image ici. On trouve des livres un peu comme celui-là, ces vieux livres-là qui se démontent. Et c'est quand même une description qui donne à rêver que ce lieu-là. Cette impression encore matérielle se contaminait presque aussitôt d'une autre plus déroutante. On était déjà peut-être dérouté, c'était encore plus déroutant. On eût dit que traînait dans la pièce quelque chose de cette atmosphère lourde de pensées fanées et croupies qui s'attardent au lieu où l'on cloue des ex-voto. Et, comme guidé par le fil de cette analogie vague, si l'on faisait quelques pas vers le milieu de la pièce, l'œil était soudain fasciné, au milieu de ces couleurs ternes, d'encre et de poussière, par une large tache de sang frais éclaboussant le mur de droite. C'était un grand drapeau de soie rouge tombant à plis rigides de toute sa longueur contre le mur, la bannière de Saint-Jude, l'emblème d'Orsena, qui avait flotté à la poupe de la galère amirale lors des combats du Farguestan. Farguestan, c'est l'ennemi. Au-devant s'allongeait une estrade basse, garnie d'une table et d'une seule chaise, que le trophée semblait désigner comme le point de mire, le centre irradiant de cette chambre tendue comme un piège. Le même recours magique qui nous porte, avant toute réflexion, à essayer un trône dans un palais désaffecté qu'on visite, ou le fauteuil d'un juge dans une salle de tribunal vide, m'avait amené jusqu'à la chaise. Sur la table s'étalaient les cartes de la mer des Sirtes. Et voilà, ces fameuses cartes. On voit qu'on va toujours plus au centre. La chambre des cartes, et maintenant les cartes, elles sont là. Je m'asseyais toujours un peu troublé par cette estrade qui semblait appeler un auditoire, mais bientôt enchaîné là comme par un charme. Devant moi s'étendaient en nappes blanches les terres stériles des Sirtes, piquées des mouchetures de leurs rares fermes isolées bordées de la délicate guipure des flèches des lagunes. Parallèlement à la côte courait à quelque distance sur la mer une ligne pointillée noire, la limite de la zone des patrouilles. Plus loin encore, une ligne continue d'un rouge vif. C'était celle qu'on avait depuis longtemps acceptée d'un accord tacite pour ligne frontière et que les instructions nautiques interdisaient de franchir en quelque cas que ce fût. Orsena et le monde habitable finissaient à cette frontière d'alarme, plus aiguillonnante encore par mon imagination de tout ce que son tracé comportait de curieusement abstrait, à laisser glisser tant de fois mes yeux dans une espèce de conviction totale au long de ce fil rouge, comme un oiseau que stupéfie une ligne tracée devant lui sur le sol. Il avait fini par s'imprégner pour moi d'un caractère de réalité bizarre. Sans que je voulusse me l'avouer, j'étais prêt à douer de prodiges concrets ce passage périlleux, à m'imaginer une crevasse dans la mer, un signe avertisseur, un passage de la mer rouge. Très au-delà, prodigieux d'éloignement derrière cet interdit magique, s'étendaient les espaces inconnus du Farguestan. Serrés comme une terre sainte à l'ombre du volcan Tengri, ces ports de rage et de Trangé
et sa ceinture de ville dont les syllabes obsédantes nouaient en guirlande leurs anneaux à travers ma mémoire. Guéra, Myrphée, Targala, Urgazonte, Amicto, Salmanoé, Dirceta. On voit ces lieux inventés, mais ces lieux sur les cartes et cette rêverie qui vient des cartes, évidemment. La carte est un support de rêverie et d'imagination, surtout quand on ne peut pas se rendre sur les lieux où on n'en a pas le droit. Debout, penché sur la table, les deux mains appuyées à plat sur la carte, je demeurais là, parfois, des heures, englué dans une immobilité hypnotique, d'où ne me tirait pas même le fourmillement de mes paumes. Un bruissement léger semblait s'élever de cette carte, peupler la chambre close de son silence d'embuscade. Tout d'un coup, le vocabulaire militaire qui réapparaît, une embuscade, alors qu'il ne se passe rien. Ce ne sont que des cartes. Un craquement de la boiserie parfois me faisait lever les yeux, mal à l'aise, fouillant l'ombre comme un avare qui visite de nuit son trésor et sent sous sa main le grouillement et l'éclat faible des gemmes dans l'obscurité, comme si j'avais guetté malgré moi, dans le silence de cloître, quelque chose de mystérieusement éveillé. La tête vide, je sentais l'obscurité autour de moi filtrer dans la pièce, la plombée de cette pesanteur consentante d'une tête qui chavire dans le sommeil et d'un navire qui s'enfonce. Je sombrais avec elle, debout comme une épave gorgée du silence des eaux profondes. Un soir, comme j'allais quitter la pièce après une visite plus longue qu'à l'accoutumée, un pas lourd sur les dalles me réveilla, en sursaut, et me jeta avant toute réflexion dans une attitude de curiosité étudiée, dont la hâte ne pouvait plus me donner le change sur le flagrant délit que je sentais peser sur ma présence dans la chambre. Une forme de culpabilité qui apparaît ici. Le capitaine Marino entra sans me voir, son dos large complaisamment tourné vers moi pendant qu'il s'attardait à refermer la porte, avec ce sans-gêne né d'une longue intimité, avec le vide qu'on voit aux veilleurs de nuit. C'est drôle, ce veilleur de nuit, il me fait penser à un livre que j'ai lu récemment, Le Veilleur du jour, de Jacques Abeille. Il y a quelque chose dans le style qui est dans ces lieux mystérieux qu'on arpente. Il y a quelque chose qui fait penser à ce veilleur du jour de Jacques Abeille dans cette chambre des cartes de Julien Gracq. Et j'eus en effet l'espace d'un éclair devant l'intime violence avec laquelle tout dans cette pièce l'expulsait, le même sentiment d'étrangeté absorbante qu'on ressent devant un veilleur de nuit boitant son chemin à travers un musée. Il fit quelques pas encore de sa démarche lente et gauche de marin, leva sa lanterne et m'aperçut. Nous nous regardâmes une seconde sans rien dire. Ce que je voyais naître sur ce visage lourd et fermé, plutôt que de la surprise, c'était une soudaine expression de tristesse qui l'éteignait tout entier, une sincère expression de tristesse avertie et sagace, comme on en voit aux vieillards à l'approche de leur dernière maladie, comme éclairés d'un rayon de mystérieuse connaissance. Il posa sa lanterne sur une table en détournant les yeux et me dit d'une voix plus étouffée encore que ne le voulait la pénombre de la pièce. « Tu travailles trop, Aldo. Viens donc dîner. » Et balancé entre les grandes ombres que sa lanterne plaquait sur les voûtes, nous regagnâmes la poterne avec malaise. Cet incident minime
devait me revenir à l'esprit avec une insistance telle qu'elle finit par me frapper. Allongé dans mon lit au cœur du silence de tombe, ce que je m'efforçais de rappeler à moi, c'était surtout cette expression de tristesse brusque, fermant soudain le visage comme un volet. L'image est assez parlante. Fermant soudain le visage comme un volet. Une tristesse brusque. À nouveau, l'adjectif ici est à la fois très parlant et surprenant. C'était aussi l'intonation singulièrement significative de cette voix qui me faisait encore dresser l'oreille, comme à une phrase lourde de sous-entendu. Pendant de longues heures, je devais faire glisser de nouveau sur ma mémoire son murmure sans écho, avant de me trouver un matin avec la brusquerie, à nouveau cette idée de quelque chose de brusque alors que tout est ralenti dans ce monde-là. On passe de longues heures, tout d'un coup il y a quelque chose de brusque qui apparaît, avec la brusquerie de l'éblouissement, face à face avec sa signification trop évidente. Marino connaissait mes fréquentes visites à la chambre des cartes et il les désapprouvait secrètement. Cette minime affaire finit par m'occuper plus que de raison et par créer, au moins dans mon imagination, entre Marino et moi comme une ébauche de complicité dont je me mettais à épier malgré moi les moindres signes. Je pus bientôt me convaincre, bien qu'entre nous il ne fût jamais plus question de cette rencontre nocturne, que Marino n'avait pas oublié. À la fin du dîner, au milieu de ces rires qu'il aimait à déchaîner et à entretenir, et où son visage tanné s'empourprait légèrement, je voyais dans son œil, lorsqu'il glissait sur moi, se fixer brusquement comme une légère encoche, passer une ombre de gêne qui m'oblitérait, me sautait, m'exceptait de l'unisson de la joyeuse troupe, comme si nous n'avions affaire désormais que sur un plan où il fut plus malaisé de se mouvoir et de se tenir. Ma vie changeait insensiblement. Tout se passe de manière insensiblement, justement, dans cette histoire-là, avec de brusques moments de révélation, de prise de conscience, mais sinon, tout va lentement. J'avais appelé cet exil dans un besoin soudain de dépouillement. Il m'apportait un équilibre. Les plaisirs perdus d'Orsena me laissaient sans regret, je ne quittais guère l'amirauté. J'étonnais Fabrizio en refusant jusqu'aux plaisirs faciles et aux amours d'une heure qu'il allait chercher presque chaque semaine à Maremma. Je n'en avais plus besoin. Le dénuement mal justifié qui s'attachait à cette vie perdue, des Syrtes, le sacrifice consenti en pure perte qu'elle impliquait, portait en lui, pour moi, le gage d'une obscure compensation. Dans sa vacuité même, son dépouillement et sa règle sévère, elle semblait appeler et mériter la récompense d'un émoi plus important que tout ce que la vie de fête d'Orsena m'avait offert de médiocre et de raffiné. Plus emportant. C'est assez intéressant ce terme, emportant. On a envie de lire important, mais c'est bien emportant qui m'emporte. Cette vie dénudée s'offrait clairement dans l'évidence de son inutilité même, à quelque chose qui fut enfin digne de la prendre, dédaigneuse des soutiens vulgaires et comme aventurée en porte-à-faux sur un gouffre béant, elle appelait un été à la mesure de son élan vers le vide. Son charme désolé était celui qui trompe l'attente d'un guetteur. Ses antennes, tendues, insensibles aux effluves reposants de la terre, étaient l'imploration d'un souffle du large. Son cri de veilleur, appel d'un écho déjà en puissance dans le suspens extrême de l'ouïe qu'il provoquait.
Ce navire endormi que Marino s'employait si bien à ancrer à la terre appareillait, sous mon regard neuf, comme de lui-même vers les horizons. Sa navigation immobile me paraissait obscurément promise. Je le sentais tressaillir sous moi, comme le pont d'un bon navire reconnaît soudain le pas d'un capitaine aventureux. Tout dormait à l'amirauté, mais de ce sommeil atterré, on est en terre et en même temps on est sur le rivage, on est sur un navire quand même, prêt à prendre la mer promise et non la terre promise, atterré et mal rassurant d'une nuit grosse de divination et de prodiges. J'exaltais cette vie retombée de ma patience. Je me sentais de la race de ces veilleurs chez qui l'attente interminablement déçue alimente à ses sources puissantes la certitude de l'événement. J'attendais venir avec impatience ces jours de congé où la voiture, roulant vers Maremma, vidait l'amirauté pour quelques heures, me laissant unique maître d'une terre secrète qui semblait pour moi seul laisser transparaître le reflet faible d'un trésor enseveli. Dans le silence de ces casemates vides, de ces couloirs ensevelis comme des galeries de mines dans l'épaisseur formidable de la pierre, la forteresse lavée des regards indifférents reprenait les dimensions du songe. Tout ça est baigné dans une atmosphère de songe, de rêve. Mes pieds légers et assourdis erraient par les couloirs. On a l'impression presque d'un fantôme ici. À la manière des fantômes. Je ne l'avais pas encore lu, mais c'est bel et bien de ça dont il s'agit. À la manière des fantômes, dont le pas, à la fois hésitant et guidé, réapprend un chemin. Je bougeais en elle comme une faible vie, et pourtant rayonnante soudain, comme ces lumières prises dans un jeu de glace dont le pouvoir coïncide tout à coup avec un mystérieux foyer. Mes pas me portaient vers l'embrasure où je m'étais attardé avec Marino lors de ma première visite. Les brumes mornes qui la fermaient alors faisaient souvent place à une grande tombée de soleil qui découpait au ras du sol, comme la bouche d'un four, un carré flamboyant de lumière dure. Du fond de la pénombre de ce réduit suspendu en plein ciel, dans cet encadrement nu de pierres cyclopéennes, je voyais osciller jusqu'à l'écœurement une seule nappe sombre et éblouissante d'un bleu diamanté qui nouait et dénouait comme dans une grotte marine des maillons de soleil au long des pierres grises. On est un peu sonné après de telles phrases. Mon regard, glissant au fond de l'énorme fût de bronze, épousait son jaillissement et sa nudité, prolongeait l'élan figé du métal, se braquait avec lui dans une fixité dure sur l'horizon de mer. Je rivais mes yeux à cette mer vide, où chaque vague, en glissant sans bruit comme une langue, semblait s'obstiner à creuser encore l'absence de toute trace, dans le geste toujours inachevé de l'effacement pur. J'attendais sans me le dire un signal qui puiserait dans cette attente démesurée la confirmation d'un prodige. Je rêvais d'une voile naissant du vide de la mer. Je cherchais un nom à cette voile désirée. Peut-être l'avais-je déjà trouvé. Ces heures de silencieuse contemplation s'écoulaient comme des minutes. La mer s'assombrissait. L'horizon se fermait d'une légère brume. Je revenais au long du chemin de ronde comme d'un secret rendez-vous. Derrière la forteresse, les campagnes brûlées des Syrtes s'étendaient déjà toutes grises. Je guettais du haut des courtines le filet de poussière que soulevait de loin, au long de la piste, la voiture qui revenait de Maremma.
Elle zigzaguait longtemps entre les buissons maigres, minuscules et familières, et toute apprivoisée, et je sentais que Marino n'aimait pas le geste d'accueil que du mur de la forteresse, comme un veilleur sur sa tour, à nouveau cette image du veilleur, je laissais tomber de trop haut sur ce paisible retour de voyage. Quand je reviens par la pensée à ces journées si apparemment vides, c'est en vain que je cherche une trace, une piqûre visible de cet aiguillon qui me maintenait si singulièrement alerté. Il y a quelque chose qui est à la fois, il ne se passe rien, mais quelque chose peut se produire à tout moment. Il ne se passait rien. C'était une tension légère et fiévreuse. L'injonction d'une insensible et pourtant perpétuelle mise en garde. Et mise en garde est en italique ici, donc c'est important. Quelque chose nous met en garde, nous maintient en alerte. Comme lorsqu'on se sent pris dans le champ d'une lunette d'approche. L'imperceptible démangeaison entre les épaules qu'on ressent parfois à travailler, assis à sa table, le dos à une porte ouverte sur les couloirs d'une maison vide. J'appelais ces dimanches vacants comme une dimension et une profondeur supplémentaires de l'ouïe, comme on cherche à lire l'avenir dans les boules du cristal le plus transparent. Il me démasquait un silence de veille d'armes et de poste d'écoute, une dure oreille de pierre tout entière collée, comme une ventouse à la rumeur incertaine et décevante de la mer. Ces tête-à-tête clandestins m'éloignaient insensiblement, c'est un terme qui vient souvent, insensiblement, dans ce livre, de mes compagnons. Des conversations en aparté autour de la table du soir, des allusions voilées de rires étouffés et de mystères, mystère c'est un autre mot omniprésent, accompagnaient les retours de Maremma. Quelques-unes des familles d'Orsena, par un caprice qui trahissait l'humeur un peu folle de sa noblesse, venaient s'établir pour la fin de l'été dans ce bourg perdu. Fabrizio et Giovanni les fréquentaient assidûment. Des noms qui m'étaient familiers venaient ainsi se glisser dans la conversation. Sur eux, pour Fabrizio, qui les prononçait avec une nuance de déférence ironique, je sentais à mesure que venait se poser, comme sur un joyau consacré qu'on fait glisser un instant sur sa paume, un lustre romantique, d'ancienne noblesse et de vie plus exaltée. Les yeux même de Marino se faisaient une seconde plus attentifs. Leurs syllabes usées rendaient maintenant à mes oreilles le son même de l'ennui et d'un singulier désenchantement. Je ressentais à les entendre glisser dans la conversation quelque chose de l'agacement et de la gêne d'un explorateur qui se découvrirait tout à coup des voisins de campagne. Il m'arrivait d'interrompre sèchement Fabrizio dans le récit d'un pique-nique ou d'une promenade sur les lagunes et de faire trébucher de son piédestal d'un trait méchant quelqu'une de ses idoles aristocratiques. J'écrasais Orsena de mon mépris. Je planais au-dessus à 100 lieues. J'en voulais à Fabrizio, à Marino, qui partageaient les apparences de ma vie secrète, de me rabaisser avec eux devant ces caricatures dérisoires d'une existence plus haute. Un soir, à la description révérencieuse de la maison de campagne des Aldobrandi, je m'emportai plus que de coutume et quittai brusquement la salle, presque les larmes aux yeux. Fabrizio courut après moi sur la lande et me rattrapa. « Qu'as-tu, Aldo? Tu es fâché ?»« Laisse-moi, tu ne peux pas comprendre. »« Je te comprends mieux que tu ne penses. Vraiment. » Je me retournai tout d'une pièce. La lune mouillée de vapeur brouillait son visage. Mais les yeux dans l'ombre étaient singulièrement ouverts, la voix incisive et posée. « Tu as beaucoup d'orgueil, Aldo. Tu n'étais pas le même quand tu es arrivé ici. Quelque chose t'a changé. » Évidemment, la question c'est quoi
Et la réponse n'est pas si simple, c'est la salle des cartes, la chambre des cartes, sans doute. Les cartes. Rien, Fabrizio, je t'assure. Il n'y a rien entre nous. C'est cette solitude qui me rend nerveux. Mais tu t'y plais, tu la cherches. Tu cherches quelque chose que tu ne veux pas partager avec nous. Tu es là, sans cesse grimpé sur la forteresse. On dirait que tu as trouvé un trésor dans ces vieilles pierres. Je partis d'un rire un peu trop détaché. Tu ne me croirais pas si avare. Tu as changé, je t'assure. Tu es mon ami, oui, mais tu me méprises un peu aussi. Tu nous prends en pitié de mener cette vie le nez à terre, même Marino. Je n'ai rien contre Marino, je t'en donne ma parole. Il n'y a personne ici que j'aime et que j'estime plus que lui. Tu t'éloignes de nous, Aldo. Je le sens bien, j'en ai de la peine. Tu te détaches tellement de tout. J'ai haussé les sourcils, tout décontenancé. Mais la phrase suivante me dispensa même de la parade. Est-ce que tu attends un changement ? J'éclatai de rire, un rire un peu offensant. Un grand avancement, Fabrizio. Les salons de la capitale me réclament. On veut faire de moi un aide de camp au capitaine général de la flotte, service réglementaire à tous les bals et préposé à la réputation galante des forces armées. Que dirais-tu de cela, Fabrizio ? Un pas de géant dans la carrière. Je dirais que tu as de la chance. Ne ris pas. N'importe quoi vaut mieux que ce trou perdu. Eh bien, je refuse, Fabrizio, figure-toi. Je refuse. Il fit un haussement d'épaule découragé et un sourire triste. Tu es drôle, Aldo. Dans un an, tu réfléchiras. C'est tout réfléchi. Je haussai à mon tour les épaules. La voix de Fabrizio se fit soudain tendue. Une voix qui me saisissait aux épaules dans l'obscurité. Que cherches-tu ici ? C'est bien étrange que tu y sois venu. Personne ici n'ignore qui tu es. Et tu pouvais choisir. C'est un interrogatoire. Ma fureur me reprenait. Piqué au vif par cette voix trop jeune et pourtant si gênante d'inquisiteur, je cherchais le trait le plus blessant. Je n'arrivais pas, décidément, la conscience tranquille. Est-ce Marino qui t'a soufflé la question ? Marino ne questionne jamais. Mais Marino n'aime pas les poètes. Du moins pas à l'amirauté. Je le lui ai entendu dire. Et tu es un poète, Aldo. La voix se posait sur le nom de Marino avec cette nuance de respect caressant rituel à l'amirauté et qui, ce soir, m'était insupportable. Et de la pire espèce encore, n'est-ce pas ? C'est ce qu'il t'a dit. Non, Aldo, Marino t'aime bien, mais il a peur de toi. Je sortis de mes gonds d'un coup. Je le dénonce, n'est-ce pas ? Je l'espionne. C'est donc cela que je suis pour vous tous. C'est cela, les promenades dans la forteresse. Comme c'est simple, tout c'est clair. C'est ça, les dimanches passés à fureter dans les couloirs. Et on me facilite les choses, trop poli. Fouillez donc, chers amis. On vous quitte la place. Je suis l'ennemi, je suis le mouchard qu'on met en quarantaine. Le visage de Fabrizio m'arrêta, amical et triste. Tu es fou, Aldo, je pense. Regarde-moi. Marino t'aime plus que nous tous. Mais il a peur de toi. Et il sait pourquoi. Et moi, je ne sais pas. Fabrizio fronça les sourcils. Dans cet effort naïf et théâtral de la réflexion, très juvénile qui me déridait et qui le rendait encore d'un seul coup à l'enfance. Et quelquefois je pense qu'il a raison. Je le frappai sur l'épaule, souriant déjà à demi. C'est bon, Fabrizio, ne me garde pas rancune. Et qu'une peur si intéressante ne t'empêche pas de dormir. D'ailleurs, j'entends venir le marchand de sable. Il est bien tard déjà pour les petits enfants.
La plaisanterie entre nous était devenue classique. Fabrizio fit mine de me poursuivre sur la lande. Il y eut quelques jeux de main. Nous étions tout près de l'enfance encore, moi tout juste son aîné de 2 ans. La réconciliation nous chauffait le cœur d'une bonne chaleur. Mais Marino, c'était autre chose. Fabrizio ne savait pas mentir, et Marino ne parlait jamais légèrement. La soirée était calme, et comme une bête touchée qui plonge dans le fourré, je m'enfonçais dans cette obscurité tiède, à nouveau, tiède. Mes pas me conduisaient du côté de la mer. Je fuyais l'amirauté comme un animal qu'on vient de chasser du clan et qui fonce dans la nuit fou de solitude. On m'avait sondé, cœur et rein, et reconnu d'une espèce différente, à jamais séparée. J'essayais de m'imaginer Marino, la pipe à la bouche, laissant errer dans le vague son œil gris et préoccupé, et prononçant le verdict qui me retranchait. En cet instant, je me prenais en horreur, contracté dans tous mes membres par une rigueur douloureuse. J'avais cru mener à l'amirauté la vie la plus innocente, et tout avait parlé contre moi. Le regard gris et inattentif de Marino, ce regard dont l'intensité lourde semblait se centrer non sur le visage, mais imperceptiblement au-delà, repassait devant mes yeux à cette minute comme un repère inflexible auquel je ne pouvais pas ne pas reporter ce que ma conduite, dès notre première rencontre, avait comporté de spontanément louvoyant. Il n'était pas un mot, pas un geste de cette vie sans mystère que je n'eusse tenté malgré moi de lui dissimuler, par un instant où je ne me fusse senti devant lui en faute. À nouveau en italique, ce en faute. Il y a une culpabilité, on l'a senti déjà venir. Sans même que j'eusse pris conscience du chemin parcouru, j'étais parvenu sur la mince langue de sable qui barrait la lagune et longeait le front de mer. Au milieu de ces eaux toutes vernissées de lune et hérissées de ses joncs, elle s'allongeait devant moi comme un long liseré de fourrure sombre et courait se perdre dans un horizon rapproché par la nuit. Derrière moi, l'amirauté surgissait toute blanche du brouillard au-dessus de la lagune. Je m'étendis face au large dans un creux du sable, et fatigué de mes réflexions, l'esprit vide, je suivis longtemps d'un œil désœuvré les jeux de lumière de la lune sur la mer, dans le silence qui semblait de minute en minute s'approfondir. Je dus rester longtemps engourdi dans cette contemplation, car le froid du cœur de la nuit tomba, et je me redressai un instant pour rajuster mon manteau sur mes épaules. C'est alors que je vis glisser devant moi, à peu de distance, sur la mer, au travers des flaques de lune, l'ombre à peine distincte d'un petit bâtiment. Il longea un moment la côte, puis, virant au droit de la passe du port et franchissant la limite des patrouilles, piqua vers le large et se perdit bientôt à l'horizon. C'est ainsi que se termine ce 2e chapitre, la chambre des cartes du rivage des Syrtes, avec une menace, ou en tout cas une présence, qui vient peut-être réveiller cette guerre larvée. Le chapitre suivant s'intitule « Une conversation ». De quoi parlera-t-on ? Eh bien, ce sera pour dans une semaine. Julien Gracq, Le Rivage des Syrtes.